Discours prononcé à Bruneval par le général de Gaulle le 30 mars 1947. Contexte. Le général de Gaulle prend la parole sur la falaise de Bruneval, devant le mémorial des combattants tombés au cours de la destruction, le 27 février 1942, d'un radar allemand par une opération combinée de forces britanniques et canadiennes et de la résistance française. Il fait prévoir la prochaine création du Rassemblement du peuple français. On a dit que les hommes sont des machines à oublier. Sans doute, après les vastes événements qui forgent les destins du monde, la nuée noire des soucis, des misères, des médiocrités, où se débattent les peuples épuisés, vient-elle obscurcir les souvenirs les plus éclatants. Mais c'est alors que les âmes bien trempées se reportent, au contraire, aux grands desseins qu'elles ont servis, aux grandes actions qu'elles ont accomplies, afin de tirer du passé l'espérance dans l'avenir. Ainsi, le laboureur, voyant son champ désolé par l'hiver, songe aux semences jetées naguère et aux moissons qui lèveront demain. Tels sont bien, n'est-ce pas, mes camarades, les sentiments qui nous rassemblent sur l'historique falaise normande où va s'élever le monument de Bruneval. Telles sont les raisons qui nous valent l'honneur de la présence de monsieur l'ambassadeur de Grande-Bretagne et de monsieur l'ambassadeur du Canada, et le plaisir de voir de brillantes unités des forces britanniques auprès de nos propres détachements. Nous sommes ici, d'abord, pour commémorer le fait d'armes qui, le 27 février 1942, porta pour la première fois sur le sol envahi de la France l'action d'une force alliée, combinée avec celle d'éléments de nos réseaux. Nous y sommes aussi pour rendre un hommage national aux milliers d'hommes et de femmes qui, sous la discipline de la France combattante, formèrent ces réseaux d'action et de renseignement. Nous y sommes enfin parce qu'en ces jours, lourds d'inquiétude pour la nation, pour l'Europe, pour la race des hommes, nous voulons trouver dans notre propre réunion de quoi nourrir nos espoirs et affermir nos volontés. Rien de plus simple en apparence que le fait d'armes de Bruneval. Dans un réseau de la France libre, dirigé par Gilbert Renault, Roger Dumont a repéré ici un pylône au moyen duquel l'ennemi détecte dans leur vol les escadrilles venues d'Angleterre. Le rapport du réseau parvient au bureau central de renseignement et d'action installé à Londres par la France libre. Il est communiqué en toute fraternité d'armes aux services anglais intéressés. Pour détruire le dangereux radar, un coup de main va être monté par le général Laycock. Mais il faut des précisions au sujet des défenses allemandes. Sur demande du BCRA, Dumont et Chauveau recueillent minutieusement les indications voulues. Alors, dans la nuit du 27 au 28 février, un groupe de parachutistes écossais et canadiens, avec quelques Français, est jeté sur l'objectif par des avions de la Royal Air Force. Le vaillant détachement du Major Frost neutralise les défenses ennemies, détruit l'objectif et prend le large avec ses prisonniers sur des navires venus près de la côte et dont 4 sont français. Oui, rien de plus simple, mais aussi rien de plus caractéristique. Car l'opération de Bruneval montrait, pour la première fois, comment le système français de renseignement et d'action qui se montait sur notre territoire, au milieu des troupes et des polices ennemies, pourrait être un jour en mesure d'éclairer pas à pas, coup par coup, les forces de secours venues d'outre-mer. Dès lors, chez nos participants et avec l'aide croissante de nos alliés, c'est avec une ardeur décuplée que fut poussé l'agencement de l'extraordinaire machine qui devait jouer un si grand rôle dans la bataille décisive de France.
La technique peut bien démontrer l'extrême complexité de cette forme de guerre où certaines forces choisies à l'intérieur d'un peuple envahi concoururent directement à la préparation et à l'exécution des batailles. Mais rien ne permet d'évaluer ni de décrire le mérite des participants qui triomphaient de l'ennemi, partout présent autour d'eux avec sa force et sa ruse. Ingéniosité disciplinée au long des jours, des mois, des années, esprit tendu, cœur contenu, corps domptant leur fatigue, silence sans trêve, risque muet, sacrifice solitaire, voilà comment servir la patrie les Français et les Françaises combattants de nos réseaux, ceux et celles qui sont morts, plus de 20 000, ceux et celles qui survivent. Voilà comment ils prirent leur part de la grande victoire commune. Voilà comment cette victoire fut aussi celle de la France, grâce à eux comme à leurs compagnons des autres forces françaises engagées dans le même combat. On a justement admiré la réussite complète des débarquements alliés en 1944. On s'est étonné du fait que les forces allemandes de l'Ouest, pourtant nombreuses et solides, malgré l'épreuve que subissait le Reich à l'Est, n'aient pu développer leur contre-attaque. Surtout, on a été frappé par l'effondrement soudain de l'adversaire sur toute l'étendue du sol français, dès que son front fut percé vers Avranches, et jusqu'à ce qu'il se fût rétabli aux abords de la frontière allemande ou dans les réduits de la côte atlantique. Mais on ne diminue en rien la gloire des puissantes armées de secours, américaines, britanniques et françaises, en soulignant comment elles furent secondées par celles de nos forces qui opéraient au milieu de l'ennemi. Il faut savoir en effet que pendant les 3 mois qui précédèrent les grands débarquements, c'est, en moyenne, chaque jour, 1 millier de rapports précis, accompagnés de 500 croquis ou photographies, que les réseaux français faisaient parvenir à notre bureau central de renseignement, soit à Londres, soit à Alger, et qui, de là, allaient éclairer d'avance les coups des avions, des canons, des navires. Il faut savoir que les destructions, au nombre de plusieurs centaines, exécutées par nos réseaux d'action, conformément au plan vert que nous avions établi en liaison avec nos alliés, ont, pendant toute la bataille, réduit de plus de moitié la capacité de transport des chemins de fer utilisés par les Allemands. Il faut savoir qu'entre le 5 juin et le 30 septembre 1944, l'action des forces françaises de l'intérieur eut pour résultat global de retarder de plusieurs jours, et parfois de plusieurs semaines, le mouvement de chacune des unités de réserve allemandes, d'accrocher derrière le front la valeur d'au moins 10 divisions, de bloquer en outre, dans les réduits de l'Atlantique, 70 000 Allemands et un matériel considérable, de tuer à l'ennemi plus de 50 000 hommes, de lui faire 60 000 prisonniers. Le sachant, on comprend mieux pourquoi la grande offensive menée sur le sol de la France put prendre son rythme foudroyant. On discerne mieux, d'autre part, comment les instruments multiples de l'effort de guerre français, armées de terre, de mer, de l'air, réseaux de renseignement et d'action, unités des forces de l'intérieur, groupements, mouvements, organes d'information, tout dispersés qu'ils fussent dans l'espace, constituaient réellement un tout, organisé et dirigé. On s'explique mieux pour quelle raison le gouvernement de la République qui, à Londres et à Brazzaville, puis à Alger, enfin à Paris, assemblait peu à peu, au milieu de quelques difficultés et avec quels pauvres moyens, toutes les pièces du système, se montrait aussi intransigeant à n'en laisser détourner aucune. Intransigeant, oui, il le fut, à l'égard de tel ou de tel partisan qui cherchaient à tirer profit, pour leur compte, et non pas pour le compte de la France, de la moisson d'efforts et de mérites. Il le fut aussi, j'en conviens,
à l'égard des tentatives de certains milieux alliés qui eussent, parfois, semble-t-il, préféré avoir affaire à des Français dispersés plutôt qu'à une nation rassemblée. De cela, vous fûtes tous deux témoins, messieurs les ambassadeurs, et je me plais à dire que vous avez personnellement, l'un et l'autre, aidé le pouvoir central français à surmonter ces obstacles. C'était la meilleure manière de servir notre cause commune, car les bonnes alliances ne supportent pas l'équivoque. En vérité, la résistance française, c'était la défense nationale, qu'elle combattit comme elle pouvait, à Bruneval ou à Bir Hakeim, au Glières ou en Tunisie, au Vercors ou en Italie, qu'elle lutta dans les rangs de nos troupes des maquis ou dans ceux de nos grandes unités débarquées sur nos côtes, ou sur les mers, ou dans le ciel, qu'elle servit à découvert dans chacune des activités de nos territoires libérés, ou en secret dans les foyers, fermes, ateliers, syndicats, administrations, groupements de notre sol envahi, qu'elle s'exprima aux postes radio de Londres, de Brazzaville et d'Alger, ou dans les tracts et journaux clandestins, elle était l'effort de guerre de la nation luttant pour sa vie et pour celle des autres. Elle reliait directement nos épreuves des tristes batailles du début avec nos victoires finales de Paris, de Marseille, d'Alsace, de Royan, de la Roya, d'Allemagne, d'Autriche. Elle a commencé le 2 septembre 1939, quand, malgré les conditions mauvaises où nous nous trouvions, nous avons, seuls avec le Commonwealth britannique, tiré l'épée sans être attaqués pour protéger la liberté du monde. En juin 1940, quand tout paraissait s'écrouler, elle s'est réfugiée dans l'action du groupe résolu qui, à partir du sol de la noble Angleterre, maintenait dans la lutte la souveraineté française. Elle s'est peu à peu embrasée, à partir de là, à mesure des espérances et des possibilités, jusqu'à s'étendre au peuple tout entier. Elle s'est terminée le 8 mai 1945, quand nous avons, aux côtés de l'Angleterre, des États-Unis et de la Russie, reçu la capitulation totale de l'Allemagne et de ses armées. Elle a eu ses hauts et ses bas, ses erreurs et ses grandeurs, ses défaillances et ses triomphes. Mais elle fut, et il fallait qu'elle fût, une et indivisible comme la France qu'elle défendait. Une et indivisible certes, ce qui veut dire que toute tentative de piller ce bien national ne saurait être tolérée. Telles ambitions et surenchères partisanes, qui prétendent se l'attribuer en tout ou en partie, sont vulgairement sacrilèges. Quelle qu'ait été l'origine, la profession, les opinions des Français et des Françaises qui ont, sous n'importe quelle forme, à n'importe quel rang, à n'importe quel moment, participé au combat, ils ont répondu à un seul et même appel qui était l'appel du pays, ils ont accompli un seul et même devoir, le devoir envers la patrie, ils ont servi une seule et même cause, la cause du salut national. Les 600 000 hommes et femmes de chez nous qui sont morts sur les champs de bataille ou au poteau d'exécution ou dans les camps de misère sont morts pour la France et pour la France seulement. C'est justement parce que la résistance, c'est-à-dire la défense nationale, une fois de plus dans notre histoire, mais dans le plus extrême péril, a finalement et pour un temps reforgé la solidarité française, qu'elle a sauvé, non point seulement le présent, mais l'avenir de la nation, en faisant refleurir en elle, dans le sang et dans les larmes, la conscience de son unité. Ah, mes camarades, il est vrai qu'après tant d'épreuves, les voies de la division, c'est-à-dire de la décadence, ont pu couvrir pour un temps celles de l'intérêt national. Peut-être était-ce inévitable. La marée monte et descend.
Peut-être est-il dans la nature des choses qu'à un clair et grand effort succèdent d'obscurs tâtonnements. Mais les temps sont trop difficiles, la vie est trop incertaine, le monde est trop dur, pour que l'on puisse longtemps, sans courir un péril mortel, végéter dans les ténèbres. Notre peuple porte de graves blessures, mais il suffit d'écouter battre son cœur malheureux pour connaître qu'il entend vivre, guérir, grandir. Le jour va venir où, rejetant les jeux stériles et réformant le cadre mal bâti, où s'égare la nation et se disqualifie l'État, la masse immense des Français se rassemblera sur la France.